Bonjour, bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants. Entre passion, créativité et audace, nous accueillons Eugénie Rapin, architecte d'intérieur talentueuse qui a fait de sa passion son métier. Elle va nous expliquer son parcours et surtout les défis qu'elle a relevés en tant qu'architecte, mère, femme et parler des réseaux. Merci Eugénie d'être là. Bienvenue. Merci. Eugénie, on s'est connus sur les réseaux il y a quelques mois. On ne se connaissait pas en perso. Et moi, ce qui m'a plu, au-delà de ton univers, qui est sublime, c'était l'engagement de la femme derrière, avec ce caractère aussi bien trempé que tu mets souvent en avant, ton humour. Tu as une grosse communauté. On ne va pas parler que des réseaux, évidemment, mais on va revenir sur ton parcours, parce qu'il est très intéressant et très inspirant. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, parce que tu as un parcours très atypique, et comment tu as commencé un peu ton enfance et ce qui a fait que tu es devenue qui tu es aujourd'hui. C'est bon. C'est à toi. Eh bien, écoute, par où je commence, en fait, c'est surtout ça. Tu es née où ? Je suis née à Paris, j'ai 44 ans, et en fait, j'ai débuté dès toute petite en ayant un attrait fort pour la créativité. Ouais. Et ce qui a été vraiment intéressant et important, c'est que mes parents ont fait attention à ça. Ils T'ont poussé ? Ils m'ont poussée. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils m'ont poussée, mais ils ont accepté mon engagement vis-à-vis de ça. Eux-mêmes étaient dans ce milieu-là ou rien à voir ? Non, mes parents étaient coiffeurs, mais coiffeurs de renom. Mm-hmm. Mais oui, quelque part, c'est un côté créatif. Bien sûr. Donc le fait d'avoir des enfants créatifs, ça ne les a pas dérangés. Ils n'étaient pas focalisés sur le fait qu'il fallait faire des études pendant 25 ans dans le même domaine. Voilà, ils ont accepté mon côté très créatif et m'ont laissé aller dans des écoles d'art sans me faire culpabiliser, en fait. Ouais. Et je pense que ça a été plus simple déjà pour moi d'emblée de commencer quelque chose avec une base comme ça. J'ai pas lutté dès le départ. Dans ce côté créatif, l'architecture est venue très vite, l'intérieur ou l'architecture en général, mais c'était plutôt sur autre chose. J'étais hyper attirée par ça parce qu'en fait, il faut savoir que mes parents étaient très très fans de la rénovation eux-mêmes. Ouais. Ils rénovaient leur maison, ils avaient acheté un petit café à Paris et ils ont tout cassé pour refaire un loft, et puis ils ont fait pareil, une maison de campagne. Donc en fait, que ce soit j'ai baigné dedans, et en fait je pense que c'est ça qui m'a attirée dès le départ, c'est que si tu veux, moi, que ce soit de l'électricité à la charpente, à poser du carrelage, je sais tout faire, quoi. Ouais. Donc il y avait une attirance. Ils t'ont appris à bricoler, parce qu'en fait tu pourrais aussi avoir mon papa, alors ma mère était l'instinct créatif, mais il faut y aller, après il faut mettre les mains dedans. Oui, en fait, il fallait mettre la main à la pâte. C'est-à-dire quand on partait en vacances avec mes parents et qu'on était dans ce moulin, il fallait tout faire, quoi. Il y avait pas, de toute façon, il n'y avait pas la télé. C'est soit tu mets tes bottes et tu vas jouer dans le jardin, soit tu aides à faire ce qu'il y a à faire. Et c'était bon, oui, des fois j'avais bien mal aux mains de monter les tuiles et tout ça, mais ouais, c'était je pense que c'est ce qui a fait basculer sur mon intérêt pour ça. Peut-être une influence sans le vouloir, mais c'est ce qui m'a fait, j'étais fan de Lego, tu vois, il y avait tout un... Je sais pas. Ça s'est dessiné au fur et à mesure, mais avec ton éducation, ça a vraiment appuyé. Et au niveau des écoles d'art ou d'architecture que tu as pu faire, tu avais fait lesquelles ? Alors, il faut savoir que déjà adolescente, j'avais déjà mon petit caractère. Et que j'étais déjà bien. Quand je voulais quelque chose, je passais pas par quatre chemins. Ouais. Et j'ai demandé à mes parents de redoubler ma troisième. J'avais mon brevet, et pour accéder à l'école que je voulais, il fallait un 17 de moyenne. Et j'avais qu'un 15. Et ça me donnait accès à des écoles, mais pas à celles que je voulais. Donc j'ai demandé à mes parents de redoubler ma troisième. Donc tu étais bien sûre de toi quand même à l'époque par rapport à ça. Déjà. Il faut être sûr de ce qu'on a envie de faire pour dire je vais redoubler. Surtout à cet âge-là, on n'a vraiment pas envie. Même si j'avais le brevet. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc j'y suis allée. Je suis allée dans une école privée pendant une année, où j'y étais que pour moi avoir des notes. D'accord. Voilà. Et donc tu as réussi ? Ouais. Ça m'a donné accès à l'école. C'était une école d'art appliqué pour passer mon bac art appliqué. D'accord. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui se dirigent vers ce qu'on appelait à l'époque le S ou le ES, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'était le bac technologique art appliqué. Alors à l'époque, c'était pas hyper bien vu, genre
ton enfant, il fait un bac technologique. Ouh là là, tu vois, c'était vraiment... Mais bon, c'était pas... Voilà, on n'était pas... J'avais pas une mauvaise... Non, j'entendais pas de mauvaises choses. t'as suivi Non, là, ton pour fil le à toi. coup, Ouais. c'est ça. Et du coup, après le bac, tu as fait une autre école? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, pendant mes études, Ouais. je me suis retrouvée à vivre toute seule à Paris. D'accord. À quel âge? J'ai pas trop la notion du temps, mais je pense qu'à partir de toute façon, 17 ans, 16-17 ans, je vivais déjà bien C'était ton toute seule. choix de vivre Pas du seule? tout. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Parents séparés, compliqués. Bon, bref, on va pas s'étaler, mais en gros, je me suis retrouvée à vivre dans le sous-sol, dans le salon de coiffure, seule. Et puis, bon, bah voilà, hein, j'ai dû apprendre à travailler un peu aussi pour avoir des sous. Donc, en fait, si tu veux... En parallèle de tes études, tu faisais des petits boulots en oui, plus, le soir. ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais commencé bizarrement à creuser comme un espèce de fossé tout petit. Tu sais, quand tu marches longtemps sur une même ligne, à un moment donné, il y a un fossé qui se creuse avec les personnes que je côtoyais de mon âge. Et moi, mon fossé, il a commencé par... en fait, mes amis, leur problème, c'était... Ouais, moi, on veut pas me laisser sortir, moi, on me laisse pas me maquiller, gna gna. Et moi, c'était comment je vais bouffer ce soir, quoi. Ouais. Et c'était comment je paye ci ou ça. Alors, ma grand-mère m'avait appris à mettre de l'argent de côté. J'avais de temps en temps mes parents qui m'aidaient aussi. Hein. Mais c'était vraiment ponctuel et pas quotidien. Et c'est vrai que c'était un peu... j'avais déjà des angoisses jeunes. Ouais. Mais ça pousse à... Tu avais gagné en maturité assez vite. Ouais, je pense que ça pousse à grandir vite. Et donc, du coup, tu as fait des petits boulots pendant combien de temps avant de décider de te lancer vraiment dans une autre école ou Non, bah écoute, j'ai pas vraiment réfléchi à arrêter ou à continuer. J'ai fait jusqu'à ce que j'ai plus besoin vraiment d'avoir besoin d'argent. Ouais. J'ai commencé, donc après le bac, je me suis dirigée vers une école d'architecture. Mais tu sais, il n'y a pas d'école d'architecture d'intérieur, tu vois, à l'époque. C'était vraiment, il fallait se diriger vers une filière architecte pure et dure. Et je suis arrivée, l'école de la Villette, et là, je déchante. Non, mais je déchante totalement. Par rapport à l'état d'esprit, par rapport à... Bah, tout. Ouais. En fait, je m'attendais à un milieu créatif, je me suis retrouvée avec un milieu mathématique à mort. Y avait, quand j'ai commencé, moi, il y avait beaucoup d'hommes et je me sentais pas à ma place. Il y avait des rapports très compliqués avec les profs en tant que femme. J'ai entendu des trucs, on peut pas être bonne et intelligente en même temps, ce n'est pas possible, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu te confrontes dès le départ à un milieu qui correspond pas à ce que tu imaginais. À des difficultés et tu te dis mais waouh, c'est pas ce que je veux, quoi. Et t'as tenu combien de temps dans cette école? 8 mois. D'accord. Et après du coup t'as changé de... Ou tu t'es dit c'est mort, je veux pas le faire parce que c'est pas ce que je me faisais comme idée de ce milieu-là, ou j'avais tu des influences qui m'ont poussée à arrêter. On m'a fait comprendre que de toute façon voilà, être une femme, c'était être à la maison. Pardon, être une femme, c'était rester à la maison, élever des enfants. Il n'y a pas besoin d'études, quoi. C'est pas nécessaire. Tu vois, j'étais avec quelqu'un je me suis mise tôt avec quelqu'un. Et voilà, c'était... Et puis, je m'étais confortée dans cette idée en me disant, oui, c'est pas faux, quoi. Et donc, du coup, j'ai abandonné mes études et puis à 24 ans, je suis devenue maman, quoi. Maman super jeune. Ouais. Et à 25 ans, je me suis retrouvée maman solo. Et maman solo, et j'avais rien, quoi. J'avais rien, j'avais ma fille sous le bras et je m'étais dit, si tu veux, mes rêves et envies... Je les avais mis un petit peu de côté parce qu'il fallait un métier alimentaire, là. Il fallait juste avoir un travail et puis t'élèves ton enfant et puis le reste, t'y penses pas. Et c'est vrai que j'avais pas cet élément de comparaison
avec les autres. Je sais pas comment t'expliquer, j'avais pas un cercle d'amis hyper énorme. Ouais. Et donc, du coup, bah oui, je m'étais calée très très vite en tant que maman, casée très vite, j'ai été mariée, enfin, tu vois, j'étais hyper jeune et en fait, je me rendais pas compte à quel point j'étais en décalage total vis-à-vis des gens de ton mon âge. Ouais. Et donc, ça m'a séparée, tu vois, ce fossé dont je parlais, finalement, ce fossé, quelque part, tu creuses, mais tu t'isoles. Tu te rends même pas compte. Et tu vois même plus ce qui se passe autour. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à avoir un travail alimentaire. J'ai bossé dans la coiffure. Ouais. J'étais coloriste dans le salon de coiffure de ma maman. C'était un salon de coiffure haut de gamme à Paris. Et en fait, j'avais mon petit train de vie, quoi. J'avais mes clientes, mon boulot, que j'aimais beaucoup. C'était un métier où j'excellais en plus. Et c'était bien parce que, quelque part, comme ma mère était quelqu'un d'assez célèbre dans la façon de couper, qui était quelqu'un qui était assez connu dans ce milieu-là, comme le fait, j'étais pas dans la coupe de cheveux, mais plutôt dans la couleur, il y avait un côté où j'étais pas la fille d'eux, tu vois, c'était un peu plus facile de se réaliser, mais j'étais quand même dans son ombre. Dans son ombre pendant 8 ans. Je crois que c'est 8 ans. T'es restée 8 ans comme ça. Je crois, ouais. J'ai plus la notion, tu sais, j'ai une très mauvaise notion du temps parce qu'en fait, je ne pense pas au passé. Pour moi, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté. Je fiche pas les dates, je m'intéresse plus à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ouais, j'ai une super mauvaise notion du temps. Je me souviens plus des dates, de quand c'était. Je sais que c'est arrivé, mais j'ai pas noté. J'ai pas noté. Si, je connais la date de naissance de mes enfants quand même. C'est bien. Et donc, du coup, à quel moment t'as revrillé sur l'architecture? Sans m'en rendre compte, je parlais à mes clientes architecture intérieure, déco, et ça finissait par mes clientes qui ramenaient leur dossier à la maison, au salon, quoi. Ouais. Et j'ai une cliente qui a tout chamboulé. Mais tu sais, les gens qui arrivent à un moment... Ouais. Une cliente qui arrive et qui me dit... Mais Eugénie, on va faire un pari. Je crois qu'elle avait tout de suite cerné la personne qui j'étais. Parce qu'en fait, je m'étais un peu effacée en tant que personne. J'étais juste... Une maman bosseuse. Voilà, c'est tout. J'étais juste ça. J'avais rien de spécifique. Je sortais un peu avec des amis, mais j'étais pas... tu vois, j'avais arrêté de briller quelque part. Et elle me dit, on va faire un pari toutes les deux. Elle me dit, tu vas passer le plus grand concours d'école du soir de cours d'archi intérieur. Qui s'appelle comment? C'est l'école Boulle. L'école Boulle, voilà. Et elle me dit, tu vas passer le concours que tu choisis. Donc, c'est moi qui avais choisi. Elle me dit, si tu as ce concours, tu le remportes. Tu passes tes études, tu fais tes études. Par contre, si tu échoues, tu passes à autre chose. Elle dit, tu peux pas évoluer dans la vie en étant là, mais ailleurs dans ta tête. Ouais. Elle me dit, ça va pas t'aider dans la vie. Alors, j'avais pas saisi à l'époque. C'est un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné, ça. Ouais, mais tu saisis pas, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Tu saisis pas l'importance du conseil. Donc, moi, j'ai pris ça comme un pari. J'ai été passer ce concours. Il y avait je ne sais plus combien de demandes et on était, je crois, entre, je sais pas, peut-être 15 ou 17. Non, c'était peut-être beaucoup. C'était 15, je pense, dans cette classe. Ouais. Il y avait peut-être plus de 1500 demandes. Enfin, c'était énorme, quoi. Et j'ai réussi. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Et donc, du coup, Mais il me semble qu'il y a une anecdote sur le concours. Ouais, il y a une anecdote sur l'entrée. En fait, c'est là où on voit ton caractère. Ouais. Je suis arrivée avec mon carton en dessin, j'avais pas préparé du tout. En fait, c'était sur dossier, sur concours et entrevue. Et l'entrevue, j'avais rien préparé. Je suis arrivée avec mon carton en dessin, avec mes dessins du quotidien, mes dessins de l'école où j'avais été. Et je suis arrivée avec ça. En me disant, je vais pas mentir, quoi. Je vais pas faire des semblants de... Si je viens dans une école pour apprendre, c'est que je sais déjà pas faire, quoi. Donc, bien sûr. Donc j'arrive et... Donc le prof, j'étais dans la salle et il y avait d'autres élèves qui étaient là, qui attendaient, des futurs élèves qui attendaient peut-être. Et il ouvre le carton à dessin, il regarde et puis, tu sais, une fille qui me dit... C'est vous qui faites ça? Tu sais, genre le regard, mais... suspicieux. Limite, il te regarde de haut en bas, genre... oui, bien sûr. Il me dit... Ouais, c'est ça. Et il me donne une feuille. Il me donne un stylo bille. Il me dit, mettez-vous au fond de la salle et faites-moi le dessin de la classe. Ok.
Bon, je vais au fond de la salle. T'exécutes. Et puis, je vois les gens passer, gna gna. Alors, je dessine, gna gna. Je dessine la salle et tout. Puis, au bout de 2 élèves, quand même, je dis 2 élèves, mais non, 2 participants, je me réinstalle à ma place et je lui dis, bon, bah voilà. Il regarde le dessin, il le met à l'envers. Déjà, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce con là, qui regarde mon dessin là? Il n'a rien compris. Et j'ai appris plus tard que c'est comme ça qu'on vérifie que les archives elles sont bonnes ou pas. Que tu regardes ton dessin dans l'autre sens et qu'il est encore bon même dans l'autre sens, c'est que voilà. Donc voilà. Ça peut aider ceux qui vont passer des concours. Voilà, ça peut aider. Et en fait, il me dit ah bah oui c'est bien. Ah ouais mais vous êtes la maman, c'est ça? Je dis comment ça vous êtes la maman? Il me dit oui vous avez un enfant. Je dis oui. Il me dit ouais mais bon on les connaît les mamans ici, ouais, elles viennent 3 mois puis après il y a l'excuse ah mais il est malade, je peux pas venir, puis elles s'abandonnent hein, forcément. Je dis mais quoi, mais vous me jugez avant même de me connaître? Je dis mais c'est quoi cette école là? Je dis mais même pas en rêve je viens ici quoi, ça m'intéresse pas. Et je dis mais c'est osé de juger les gens comme ça, enfin et puis j'étais outrée quoi. Et je dis mais je veux même pas venir quoi. Et j'ai pris mon carton, je me suis barrée. Je suis partie. Il t'a retenu ou pas? Il t'a retenu? Ah ouais, on m'a appelé pour me dire que j'étais prise. Et j'ai appris plus tard que c'était mon prof principal après. Et il t'a testé en fait? Ou il était sérieux Non, je pense qu'en fait, il savait très bien. Il avait déjà pris sa décision avant même, mais je pense qu'il avait voulu connaître le personnage derrière le masque. Parce que, bon, tu vois. Bah, t'as eu l'audace en fait de lui répondre. De lui répondre et de lui dire merde, quoi, bien en sûr. fait. Lui dire que, bah, voilà. Donc ça a commencé tôt en fait, parce qu'on va voir par la suite. T'as souvent imposé aussi ton possible, style, ton caractère, ta vision. Sans, c'est super. sans le vouloir, c'était pas recherché. On se rend bien compte que c'est très compliqué en fait d'être. On va pas revenir sur la situation de la femme au sein de l'entrepreneuriat ou je vais y arriver. Pardon, on va la couper celle-là. On va pas revenir sur la position de la femme au sein du monde du travail ou de l'entrepreneuriat. C'est très dur. Et justement, par rapport même en tant que maman, comment tu as jonglé tes études avec ta fille et peut-être les petits boulots, parce que c'est des cours du soir, c'est ce que tu disais. Donc, en fait, tes journées étaient rythmées sur boulot, enfant, cours du soir le soir. Oui. Alors, en fait, si tu veux, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. La première chose, c'est que j'avais un rythme qui était donc le boulot. Donc, j'étais coloriste la journée, à plein temps, en CDI. Ensuite, j'allais chercher ma fille à l'école, dont je m'occupais jusqu'à ce qu'elle se couche. Ensuite, j'ai une amie qui venait à la maison. Mes amis se sont relayés pour garder ma fille à la maison pour dormir, parce qu'en fait, j'avais pas les moyens de prendre une nounou. Hein, j'avais un salaire vraiment râlé pas crête. J'allais à l'école, je rentrais, je mangeais et j'étudiais. Et je terminais entre 1h et 2h et le réveil à 6h30. Combien d'années comme ça? 2. D'accord. Et la deuxième chose, je vais te dire, elle est hyper importante, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Et je n'avais aucune conscience de la montagne que j'étais en train de gravir. Mais alors, aucune. Pour moi, j'étais juste... Oui, il n'y avait pas d'éléments de comparaison comme on a aujourd'hui, en fait. Non, je ne me comparais pas. Je me disais pas... T'imagines? Est-ce que t'imagines? J'avais... Je sais plus quel âge, hein, j'ai repris mes études, mais je voulais arrêter à 30 ans, donc tu vois, c'était pas très loin. Je devais avoir 28 ans. Est-ce que tu imagines à 28 ans ce que j'étais en train de vivre? J'avais un boulot de merde qui me rapportait peu d'argent. J'avais un enfant en bas âge à élever. Je voyageais pas. Je sortais peu. J'étudiais. J'avais pas de vie. J'avais pas de mec. Est-ce que tu imagines les gens de 28 ans ce qu'ils font? Ouais. Et si j'avais eu un élément de comparaison, qu'est-ce qui ça m'aurait pas fait lâcher l'affaire en me disant mais attends, mais moi aussi je veux vivre. Tu vois? Et en fait, je me suis pas posé cette question parce qu'en fait, les gens pensent que vivre c'est que profiter, mais vivre c'est aussi se battre pour ce qu'on aime sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, les gens pensent que c'est un combat, mais ça n'a pas du tout été un combat pendant 2 ans. Ouais. Ça a été une passion qui m'a poussée. C'était ta vie, tu la prenais comme ça. C'est ça. Je me posais pas trop de questions. Tu posais pas de questions, t'avançais. C'est ça. J'ai avancé 2 ans. Tu as toujours su que tu voulais t'exprimer à travers la décoration et l'architecture. Comment tu as imposé ton style du coup après l'école? Parce que tu avais déjà un style prédéfini à ce moment-là, tu avais ta patte, comme on peut dire. Comment ça s'est passé après l'école? Alors, pour tout te dire, ma maman est fan du noir. Ouais. J'ai bossé, ça se voit. J'ai bossé en noir, habillée en noir, pendant
je sais pas, 6 ou 8 ans. Ouais. Noir H24, tous les jours, tout le temps. Je peux te dire qu'à la fin, tu fais un rejet. Tu l'as vomi, ouais. Tu fais un rejet, même si ça va bien en blonde, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu fais un vrai rejet. Et t'as voulu de la lumière, quoi. J'avais besoin de lumière, de chaleur, de choses qui me ressemblaient plus. Et en fait, au départ, j'ai pas vraiment imposé mon style. J'avais pas confiance en moi sur mon style du tout. J'ai plutôt cherché à satisfaire le client vis-à-vis des tendances qui étaient actuelles. Donc, même si je regarde, tu vois, j'ai des albums d'inspiration que tu avais, de des moodboards en tout cas à l'époque. Voilà. Et quand je regarde ce que j'avais au début, bah, tu fais et en fait, voilà, donc j'ai évolué. En fait, quand j'ai commencé à avoir des clients, petit à petit, je me suis imposée parce que j'ai gagné en confiance en moi chaque année un petit peu plus. Jusqu'au jour où un client m'a dit, ça m'a marqué quand on m'a dit ça. Un client, c'était un couple, et je leur ai dit n'hésitez pas à regarder sur Pinterest le style qui vous intéresse. Ah non, mais c'est tout vu, hein, Eugénie. On veut du Eugénie Rapin. Ouais. D'accord. Et c'est un super compliment. T'as pas confiance. T'as même pas conscience. Ouais. T'as pas que t'as imposé un style. Que t'as imposé un style visuel et qu'en fait les gens. Naturellement. Et c'est venu comme ça. Je m'en suis rendu compte comme ça. Je veux du Eugénie Rapin. Ok. Et maintenant c'est même plus un sujet de conversation. C'est devenu normal. Enfin, les gens m'appellent parce qu'ils veulent ça. Et attends, quand tu parles de clients, en fait, tu avais monté ta boîte tout de suite après l'école ou tu as travaillé dans des cabinets? Alors, c'est pas le parcours le plus ligne droite qu'on imagine. C'est plutôt un gros parcours bien chaotique. J'arrête mes études parce que j'avais terminé, j'ai eu mon diplôme. Ouais, mais bon, t'es diplômée, mais j'allais pas lâcher un CDI comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur. Donc, j'ai commencé mes recherches d'emploi en ayant mon CDI. Donc, je bossais toujours dans la coiffure en ayant été diplômée, quoi. C'était un petit peu... C'est difficile de chercher un emploi quand tu travailles, déjà. C'est déjà pas facile. Mais je me suis confrontée à des trucs, mais horribles. Je suis allée avec toute ma motivation. T'imagines pas, en plus, moi, quand je suis motivée, ça se sent, tu vois. Et je me suis présentée à des cabinets que j'admirais énormément. Et déjà quand on m'ouvrait la porte, non, mais je peux pas bosser là, c'est anxiogène, quoi. Il y a des dossiers partout. Enfin, c'était pas. Tout pas sauf le côté artistique. Donc là, déjà, ça, c'était, on va dire, mon côté un peu. Tu vois, où j'aurais pu faire ma chochotte pour travailler. Mais bon, ce qui était plus dur pour moi, c'était les refus du style vous êtes trop vieille. Quand tu prends, vous êtes trop vieille à 30 ans. T'es une femme, t'es une maman, t'es trop vieille. Mais tu te prends un sacré vent là. Mais oui, parce que vous comprenez, si on vous prend à votre âge maintenant, hein, vous allez prétendre à un salaire beaucoup plus élevé que ceux qui sortent des études. Ils ont 22 ans, 23 ans. D'accord, ouais. Je m'attendais pas à celle-là, tu vois. Ou alors, oui, bien sûr, on vous prend en stage quand vous voulez. 6 mois renouvelables. Non rémunéré, bien sûr. Ah oui, non, évidemment, non, ça serait trop mignon. Non, mais j'ai un enfant, j'ai un toit à payer, j'ai frigidaire à remplir. Comment je peux... Non, pas de stage. Ah oui, alors, on est désolé, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais je sors de l'école. Je sors de l'école. Oui, mais il y en a qui, pendant leurs études, ils ont pu faire un stage... tu vois, à l'étranger ou même dans un cabinet. Mais moi, pendant mes études, je bossais. C'est la meilleure expérience professionnelle du monde. Je veux dire, j'étais déjà dans une entreprise au contact de clients. J'avais déjà une élocution correcte. J'avais déjà une motivation. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? Non, ils voulaient juste que j'ai marqué la petite case. Tu sais, l'espèce de petite case où tu coches... oui, j'ai été dans une agence. Super. Ça m'aurait apporté quoi d'être dans une agence? J'aurais bien aimé savoir. Mais voilà, donc en gros, je me suis confrontée à des refus. Ça m'a mis une sacrée claque. Et c'était le moment où j'ai failli abandonner. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. T'as quoi comme caractère face à ça? Premier refus, non, peut-être pas. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu te dis, déjà, tout ce que je me suis fait, il y a ça, t'abandonnes je me suis pas posé la question du tout ce que je me suis pas dit. J'ai perdu mon temps avant. Je me suis plutôt dit, mon Dieu, heureusement que j'ai pas lâché mon CDI.
Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, on peut pas chercher du travail comme ça en étant à moitié dispo. Enfin, il faut que je sois à 100% dispo. Maintenant, il y a des... Pour, pour, euh, pour y aller, il faut que j'arrête de bosser. Donc, j'ai arrêté de bosser. Et mon mari, qui est actuellement mon mari, mais qui à l'époque, c'était mon chéri, m'a dit, mais si tu as si confiance en toi, monte ta boîte. Monte ta quoi. boîte. Et ça m'a pas paru impossible. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je me suis pas dit, oh, mon Dieu, la catastrophe. J'ai fait, ok. Donc, je me suis renseignée. Il y a des aides pour monter sa boîte. J'avais un petit peu de chômage en attendant pour me stabiliser, tu vois. Je m'étais dit, ça va faire tu sais... la balance. La balance, en me disant, les premiers clients, puis pouf, ça va... Une fois que je sais pas, je me suis lancée là-dedans comme si... Et comment tu te démarchais ? Comment j'ai démarché mes clients ? Ouais. En fait, c'était le bouche à oreille. D'accord. En fait, je pense que j'ai dégagé une telle passion quand je parlais de mon futur métier que ça a donné envie immédiatement à des gens de bosser avec moi. C'est le papa d'un ami de mon mari qui m'a contacté et qui m'a dit je suis patron d'une entreprise d'assurance, d'une boîte d'assurance, et on a un parc immobilier à Paris, et puis notre architecte d'intérieur s'en va, est-ce que tu reprends ? Ouais, ok, allez, je prends. Et je me suis retrouvée, mais ma pauvre, dans des réunions où j'avais un carnet sur les jambes pour écrire les mots que je comprenais pas. Et mon carnet, à la fin de la journée, il était rempli, quoi. Je comprenais rien à la discussion. Puis on me disait... Et tu revenais dessus le soir ? Ouais. Du coup, pour les comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on me disait, tu sais faire, Eugénie ? Ouais. Tu sais, ouais, bien sûr, évidemment. Puis je rentrais chez moi, je me disais, mais dans quelle galère je me suis foutue. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée. C'est pas... c'est le bluff. Parce qu'en fait, les gens, ce statut d'avoir confiance en soi, ils le perçoivent. Si tu arrives et que tu es une petite novice en disant « Je sais pas trop si je peux décorer votre intérieur, je suis nouvelle, j'ose pas », alors qu'on te dit « Mais vous savez décorer ?» Ouais, carrément, bien sûr, évidemment. Je vais pas dire c'est mon premier job, Ça, c'est un conseil que tu pourrais donner ? Ouais. En fait, je pense que s'il y a quelque chose à travailler, c'est la confiance qu'on a en soi-même, avant tout. Avant tout, les conseils qu'on peut donner, c'est avoir confiance en ce qu'on est capable de donner plus tard. Pas... Parce qu'on peut ne pas être tout de suite, tu vois ce que je veux dire, entier. Mais en fait, il faut avoir confiance en la personne qu'on peut être demain. En se disant, ouais, mais ça va arriver. Donc, il faut... C'est un petit peu comme beaucoup de choses que je fais actuellement. Je me pose pas la question de est-ce que je vais réussir ou pas. Ouais, je me projette dans ça va réussir. Tu visualises. Ouais. La visualisation, la confiance en soi, même si au départ, je ne l'avais pas. Hein. C'est-à-dire, j'étais stressée. Hein. Mais non, mais je me disais, ouais, c'est bon, ça marche. En fait, tu t'auto-bluffes. Je ne sais pas si ce n'est pas de l'auto-hypnose quelque part. Tu sais, tu t'auto-dis, ouais, bien sûr, ça va le faire. Et en fait, le fait de te le dire, je pense que quelque part, ça joue... tu peux pas ne pas le faire. Tu as dit que tu savais le faire. Tu mets en avant, on parlera des réseaux sociaux un peu plus tard dans ce podcast, mais tu mets en avant le do-it-yourself, la simplicité, l'indépendance. C'est des mots qui reviennent quand on pense à toi, quand on te voit sur les réseaux. Cette approche-là, en fait, donc, toi, tu as voulu être hyper fidèle à ta vie, en fait. Fait que tes réseaux et ton métier et ton style, en fait, faut qu'il soit en accord complètement, en fait, avec ta personnalité. Tu pourrais pas faire un style complètement différent de toi, même si on te le demandait, en fait. Non, parce qu'en fait, c'est me travestir. Oui. C'est sur les réseaux, je montre qui je suis sans filtre. Moi, et je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Mais est-ce que tu as déjà eu un client qui t'a dit, alors moi, j'adore ce que vous faites, je vois à peu près votre esprit, mais je veux du hyper moderne, je veux complètement autre chose. Est-ce que par rapport à... Alors, je ne dis pas forcément que par rapport à l'argent, mais on te propose un gros budget réno pour ça, t'acceptes de le faire ou tu es vraiment fidèle à ce que toi tu aimes et ce que... Alors, si tu veux, on ne vient pas me chercher que pour un style. C'est pour toi, en fait. Ouais.
c'est la façon dont je travaille. Ouais. Et ça, c'est communiqué de bouche à oreille. C'est-à-dire que la façon dont je travaille est extrêmement humaine. Il y a un rapport à l'humain très poussé. Si tu veux, pour moi, le design n'est qu'une poussière dans le travail que je fais. C'est-à-dire que je crée des intérieurs qui sont conçus pour les gens qui y vivent. Et pour ça, il faut connaître les gens, mais intimement, vraiment, pour de vrai. Il y a une grande part de psychologie. Énormément. Et avant de créer un projet, tu as besoin vraiment de connaître les gens, de t'intéresser à eux, de leur vie, pour adapter au mieux, en fait. Mais au maximum, pour qu'en fait, ce soit un projet à évidence. Et je pense qu'au-delà du principe du style, il y a ça, avant tout. Je pourrais te dire que je pourrais faire un effort pour quelqu'un, parce que je suis tombée sur des clients qui avaient des envies particulières, sur lesquelles j'ai vogué tout en imposant légèrement mon style et que ça a très bien marché. Par contre, quelqu'un qui a une aura négative, je bosse pas avec. Il Donc peut tu me dis non, proposer 6 tu millions refuses d'euros. Je dis non. Tu dis non. Okay. Ma santé mentale, priorité. T'expliques pourquoi ou tu bifurques? Parce que c'est compliqué de dire c'est votre aura qui me plaît pas. Non, je dis simplement qu'on peut pas bosser ensemble. En fait, on a un premier rendez-vous où on parle entre 3 et 5 heures. C'est le premier rendez-vous, les clients le savent, ils sont prévenus. Et à l'issue de ce rendez-vous, je leur dis on ne pourra pas bosser ensemble. D'accord. Tu es aligné par rapport à ça et eux le comprennent. Donc la franchise pour mieux travailler. En fait, si tu veux, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Ouais. Et la personne renchérit au niveau de l'argent. Et je dis mais c'est pas une question d'argent. Ils comprennent d'eux-mêmes. Et en fait, c'est des gens qui comprennent pas forcément. Ouais. Donc ça sert à rien d'essayer d'expliquer. Il y a des choses, je dis, on ne pourra pas bosser ensemble. Il y a des chemins qui sont faits pour ne pas se croiser, c'est tout. Et en fait, tu peux te dire, je suis capable de bosser pour des gens à n'importe quel prix et tout ça. Moi, pas moi. Moi, l'argent, c'est pas un moteur du tout. Mais genre, mais pas du tout. Dans cette boîte où on parlait tout à l'heure, où tu me disais, où j'ai commencé, il y a eu un changement de patron. Et c'est une femme qui a repris et qui a remanipulé tout le concept. Alors, je bossais pour la boîte, pas chez eux. Je n'étais pas en CDI, j'étais en freelance. Et cette femme a commencé à être odieuse avec moi, en me disant « Ouais, il faut refaire ci, il faut refaire ça. Puis de toute façon, il va falloir refaire vos preuves et tout. » Je lui dis « Mais attendez, il y a un truc que vous n'avez pas compris, là. » Je dis « Moi, mes ailes, je les ai. Demain, je peux partir. Enfin, Vous me tenez à rien. Comment ça, je vous tiens en rien? Je vous tiens, moi je vous donne de l'argent. Je dis, ah mais votre argent, ça m'intéresse pas du tout. Je dis, moi, il faut que je sois épanouie pour être bien. Donc, je suis partie. Bah voilà. Je suis partie, je vais pas demander mon reste. Tu sais, quand tu es en freelance, il n'y a pas de préavis, de rien. J'ai dit, ok, au revoir. Et en fait, je pense que ça doit faire bizarre aux gens quand l'argent n'est pas moteur. Parce que c'est souvent... T'as plus d'emprise, en fait. Oui. Sur beaucoup de personnes. L'argent est une véritable emprise. Donc, quand tu t'en fiches et que tu te respectes toi, tu deviens authentique. Et alors, c'est l'authenticité que tu recherches. Enfin, que tu es, en fait. Que je dégage naturellement et que je dois dégager sur les réseaux. Je mens pas. Il n'y a pas de filtre. Dans le sens où, quand je fais quelque chose, je mets pas 1 million de préparations. Je dis les choses de but en blanc. Naturel, quoi. En fait, si tu veux, pour moi, si j'essaye déjà de me transformer vis-à-vis d'un réseau social, comment je peux entretenir ça? Enfin, c'est hyper dur. Enfin, bonjour. Alors déjà, tu mets poker face, c'est vachement dur, quoi. Je préfère être moi, et puis on m'apprécie pour ce que je suis, ou on m'aime pas. Mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des chantiers ou des projets qui t'ont le plus marqué que d'autres? Ouais. J'ai un jour, on m'a contactée, et je te jure, il y a des choses, tu te dis, mais le monde fait les choses très, très bizarrement. Une personne me contacte et veut bosser avec moi. J'adore votre côté très humain, on m'a parlé de vous. Ok, très bien. Premier rendez-vous, je toque à la porte et là, c'est Bernard Werber qui m'ouvre. Et je te jure, mais c'est mon idole de quand je suis ado pour l'écriture. C'est si tu veux, le seul... a bien fait les choses, là. Mais ouais, mais le seul que j'ai su lire, je suis pas très roman,
Mais le seul que j'ai su lire et que j'ai lu, et j'ai toute la collection, mais c'était lui. Et si tu veux, c'était ce côté déjà très décalé. Il y avait des choses sur lesquelles, une façon de penser qui était déjà bien différente. Et j'ai ressenti tout ça. Et je pense qu'il y avait ce côté d'hypersensibilité, de pluridisciplinarité. Tu vois, tout ça m'a beaucoup capté. J'ai été à toutes. J'ai fait signer tous mes bouquins quand j'étais ado. Mais je suis allée à toutes ces séances de dédicaces. Et humainement, t'as pas été déçue? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, il m'a fait choisir des livres dans sa bibliothèque et puis il me les a signés. Ah, J'étais trop génial. contente. Non, pas déçue du tout. Vraiment, la personne... En fait, je pense que comme je suis vraie, les gens en face de moi se comportent comme des personnes vraies. Ils cherchent pas à se voiler la face, ils cherchent pas à faire semblant. Ils savent que je suis là pour eux. Et c'était magnifique. Il m'a dit, à la fin, quelque part, j'ai apporté ma pierre à ta vie et puis maintenant, c'est toi qui m'as apporté une pierre à la mienne. C'est très beau. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. T'as l'impression qu'il y a un cycle, tu sais, qui s'est... Et ça a déclenché quelque chose chez toi après ça ou... Non. Ça n'a pas eu de répercussions différentes sur tes choix? Non, je me suis juste dit que quelque part, il faut faire confiance au chemin. Ouais. Pas se poser de questions. Exactement. Pas chercher les choses, tu vois. Les choses arrivent à toi. Tu es suivie par une grande communauté sur les réseaux qui s'est fait, j'imagine, dans le temps. Quelle est ton approche, ton regard par rapport à ça, par rapport au réseau? Parce que là, on a une femme très authentique sur un média qui est... Bon, voilà, même si tu es toi, ça reste quand même à la vue de tout le monde. Tu peux avoir des haters, tu peux avoir des gens qui ne sont pas du tout bienveillants. Comment tu gères, quoi? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, Est-ce que c'est un outil aussi qui est important pour toi dans ton business? Les réseaux sociaux, pour moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était pour montrer ce que je faisais au niveau de l'archi. Ouais. Comme un portfolio. C'était un peu à la base d'Insta. Ouais. C'était bien sûr. La photo. L'image, la photo. Tout à fait. Et j'ai commencé avec les débuts d'Insta. Enfin, moi, j'ai connu la naissance d'Instagram. Même si je ne m'étais pas inscrite, mais j'ai connu la naissance d'Instagram, qui était juste du partage de photos. Ouais. Donc, finalement, ça rimait bien avec mon métier. Donc, j'ai commencé à partager les photos. En fait, naturellement, j'ai commencé à partager le fait que je bricolais. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que quand je faisais quelque chose, je customisais. Au lieu de le faire pour moi, je m'étais dit, vas-y, je vais montrer. Ouais, je vais transmettre. Je vais partager pour voir si ça... Je sais pas, quelque part. Ça peut intéresser quelqu'un, aider quelqu'un. C'était même pas comme ça au départ. C'était, je pense, comme un journal intime. Ouais. Tu vois, comme si tu notais quelque chose sans filtre... sur les réseaux en me disant voilà, et je me souciais pas à l'époque de l'impact que ça pouvait avoir, du nombre de likes ou du nombre de machins. Pour moi, il y a eu à un moment donné une déviance de ce réseau social où il y a eu les influenceuses qui sont arrivées, des personnes qui ont, de par leur image, ont commencé à impacter les gens. Et à ce moment-là, pour moi, les réseaux sociaux peuvent être très dangereux, dans le sens où, comme je t'avais expliqué, moi, à l'époque où j'ai pris des décisions sur ma vie, j'avais pas d'éléments de comparaison. Et donc, du coup, je pense qu'on a trop tendance à regarder, mais de toute façon, on n'y peut rien. On est happé, c'est fait exprès pour te happer. C'est fait exprès pour te rendre dépendant. C'est une drogue dure, hein, les réseaux sociaux. En fait, ça te montre que tu peux réussir, mais ça peut aussi te donner l'impression que t'es rien du tout par rapport à des gens qui ont tout et tout réussi. Pour moi, réseau social, c'est hyper dangereux dans le sens où c'est pas parce que t'as des likes ou des followers, un nombre incalculable, que t'es quelqu'un. Ça engendre une certaine célébrité, mais ça n'apporte pas personnellement. Toi, tu t'en es pas servi comme une vitrine pour, on va dire, accrocher des nouveaux clients ou c'était pas... Non, mes clients viennent pas d'Instagram. D'accord. Non, Instagram me sert à partager. Vraiment pas du tout même une petite part infime de... Non, je pense que les gens me connaissent de par bouche à oreille et puis finissent, parce que tu sais,
On te dit, tu devrais travailler avec un tel et tout. C'est quoi ton réflexe? Tu vas chercher sur les réseaux. Je sais pas, si c'est LinkedIn, Insta, site internet. Forcément, c'est un réflexe. Tu peux pas faire autrement. Bah, les gens, voilà, c'est comme si ça me donnait une certaine... c'est comme si ça asseyait une certaine notoriété. Tu sais? Ah bah oui, c'est bon. Tu vois? Mais l'audimat et la célébrité que ça apporte, Instagram ne nourrit pas. C'est hyper creux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as 90 000 places assises devant toi et des gens qui te regardent. Et ça apporte quoi? Moi, ma façon de voir le réseau social, c'est plutôt du partage. D'ailleurs, je partage très très peu mon travail, j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, maintenant il y a tout cet effet d'algorithme, de machin, de truc, qui me gonfle au plus haut point, parce que pour savoir le manipuler, t'as l'impression qu'il faut savoir se former tous les jours, quoi. Faudrait se former, payer pour se former, pour pouvoir réussir. Mais attention, l'algorithme, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle, donc c'est un paramètre que même l'humain sait pas faire. Il y a des règles, mais après il y a une petite partie qui est que personne ne maîtrise. Donc tu vas constamment lutter contre quelque chose qui, de toute façon, ne va jamais te faire gagner. C'est fait pour te rendre dépendant. Donc, le réseau social, Insta, me sert à communiquer. Mais tu as quand même réussi à rallier les gens à ton côté justement authentique. Parce que moi, quand je vois aussi les commentaires que les gens te laissent, il y a quand même plus de bienveillance. Mais il y a une tonne de bienveillance. Tu as créé vraiment une communauté aussi. Mais en fait, je pense que si tu attires ce que tu transmets. Si tu veux, moi, mon but sur le réseau social, c'est pas d'être une vitrine. Je suis pas une vitrine, je suis pas une publicité ambulante. Je suis quelqu'un qui donne. Je donne gratuitement. Et justement, c'est ma question, parce que tu le mets souvent en avant, tu es obligé de le mentionner. Pas de collaboration commerciale. Ouais. C'est qu'en fait, il y a quand même, j'imagine, des marques qui viennent vers toi. Tu pourrais t'en servir. Pourquoi pas du tout de collaboration? Bah, écoute, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Comme je te dirais, mes clients qui veulent bosser avec moi et que je dis non, c'est un peu le même principe. C'est quand tu arrives avec un script, on te dit, alors voici les mots que vous aurez le droit de dire, voici ce que vous n'avez pas le droit de dire, il va falloir faire tant de vidéos, formaté machin. pour... Mais attends, elle est où la créativité? Elle est où la spontanéité là-dedans? Tu deviens... En fait, si tu veux, le monde change. Je dis pas qu'il faut pas accepter ce monde-là, mais c'est pas mon métier. Je laisse ça aux créateurs de contenu. Je suis pas créatrice de contenu, pas du tout. Je suis architecte d'intérieur. Ce réseau social, je m'en sers à partager. Partager l'envie de créer. Je partage le fait de croire en soi, de se dire que c'est possible. Tu vois? De se dire que... Je dis toujours, c'est pas un do-it-yourself. Ouais. Et je dis toujours, c'est toujours un début de confiance en soi. C'est la première approche de se dire... La personne qui va voir mon DIY se dit « Ok, ça a l'air facile, elle explique bien. » Et ben, ça veut dire que cette personne qui n'a peut-être jamais bricolé va dans un magasin de bricolage pour la première fois de sa vie, achète peut-être ses premiers outils et fait sa première customisation et réalise qu'elle est capable. T'imagines ça? Rien d'en parler, tu vois ce que ça m'apporte? Le nombre de personnes qui me contactent, mais même encore aujourd'hui, qui se servent de mes DIY pour customiser des choses, c'est pas un DIY, c'est pas pour faire du chiffre, c'est pas pour faire de la vidéo qui n'a aucun sens. C'est une fierté personnelle de mais dire carrément, j'ai réussi ça à me faire nourrit. quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais ça me nourrit complètement. En fait, si tu veux, tu as le réseau social qui peut te rendre fou, où tu essayes absolument de faire des vidéos virales, il faut que ça fasse 8 millions de vues, sinon je suis que de la merde. Où je te dis, tu te formes, tu payes, tu machin. Tu es vraiment en train de le faire mais contre-fou. J'ai pas publié depuis des mois. Tu sais quoi, je pense que la prochaine vidéo que je vais publier plaira au public auquel ça plaira. Je m'en fiche. Il n'y a pas de pression. Tu t'es jamais mis une pression par mais j'ai rapport pas à envie de l'image devenir une star d'Instagram. J'ai pas envie parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, c'est ça. Il faut se projeter. Je me projette, je me dis, ok, d'accord, je veux 1 million de followers. Mais ça va m'apporter quoi? Sans rire. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que j'ai actuellement? De l'argent? Je t'ai dit que je ne fonctionnais pas au niveau de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse un minimum dans le sens où j'ai besoin de vivre, d'avoir une maison, nourrir mes enfants, enfin voilà. Mais je suis pas... le succès et l'argent n'est pas mon moteur du tout. Pas du tout. Et je pense que quand ta passion est ton moteur, ça change tout.
Et tu as fait des émissions de télé. Oui. Comment ça s'est passé? Pareil, c'est toi qui es allé? C'est des chaînes qui sont venues à toi? Oui. Comment ça s'est passé? Oh, c'est très très drôle, j'ai une belle anecdote très mignonne. Je sortais d'une session de surf. Alors moi, tu sais, je suis en vacances, je suis dans le surf, faut pas me... Je suis à l'ouest. Hein. Et on me contacte, on m'appelle. Oui, bonjour, Eugénie, gna gna, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et en fait, je comprends en fait que le groupe Endemol Shine pour TF1 essaye de me caster pour une émission. J'essaye de faire court parce que c'est tout un... Moi, c'est difficile de comprendre ce genre de truc, tu vois. Je suis pas... Je cherche pas. Donc, quand ça m'arrive, hein? C'est quoi? Ok, d'accord. Oui, bon, d'accord, très bien. Oui, bah alors on vous rappelle dans l'après-midi ou demain. Enfin, j'ai pas très bien compris ce qu'il me disait. Bon, d'accord, très bien. Et je te jure, genre peut-être quelques heures plus tard, mon téléphone sonne. Je redécroche. Oui, bonjour, Eugénie, gna gna de M6. Et là, je bug. Je me dis, attends, j'ai été TF1 ce matin. TF1, là, je comprends pas, c'est M6. Oui, alors on veut faire un entretien, blabla, ok, d'accord. Mais j'étais persuadée que c'était ça. En fait, je m'étais dit, mais je me trompe, tu vois. Je fais l'entretien, ouais, vous avez beaucoup plu à la chaîne et tout. Et en fait, j'ai compris que j'étais en train de me faire caster en même temps, le même jour, c'est incroyable. Les deux plus grosses chaînes de télé françaises. C'est fou. Ça m'a... Mais si tu veux, je prends pas conscience. En fait, je sais pas. Pour moi, comme le succès n'a pas d'importance, ça m'a pas paru fou. Et ça t'a attiré ce monde là-bas? Enfin, avant qu'on t'appelle, tu te serais projeté dans... l'aventure, ouais. Ouais. Les aventures, ouais. Le principe d'essayer un truc nouveau, carrément. Il fallait qu'il coche quelle case pour que tu ailles, du coup, soit avec TF1, soit avec M6? Qu'est-ce qui a fait que tu as... En fait, qu'est-ce qui a fait basculer? C'est qu'en fait, je sais qu'M6 avait déjà fait des émissions de déco. TF1, c'était précurseur. D'accord. Et ça m'a intéressée de savoir qu'en fait, c'était pas quelque chose, c'était pas tourné à la dérision ou à la blague, c'était vraiment, on allait me prendre moi pour qui j'étais en tant que femme sur une émission basée que sur l'archi intérieur, même si c'était entre guillemets quelque part c'est pas une télé-réalité, mais c'est une émission très portée sur le réel. On n'était pas en rénovation en une semaine ou des choses comme ça. C'était vraiment... Ça, c'est ce qui m'a le plus intéressée. Ouais. C'est pas vendre du rêve, c'était vendre une vraie réalité. Tu n'aurais pas pu te trahir toi déjà dans une émission c'est ça, en fait. Moi, ça m'aurait pas plu. Puis à l'époque, on me proposait de travailler avec quelqu'un de connu sur M6. Et tu vois, malgré ça, j'ai préféré aller ailleurs. Et ça t'a plu cette aventure? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. C'est marrant de découvrir l'envers du décor. C'est hyper sympa. L'univers, les gens, tout est super sympa. Alors, il y a un petit peu de stress. Parce que j'étais toute seule, entrepreneur, face à une agence entière. Et en fait, si tu veux, c'était peut-être... En fait, de l'aventure, c'était peut-être ça qui était le plus difficile pour moi. C'était de me dire, c'est... Voilà, je suis toute seule à bosser, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui m'a tu sais, donné énormément confiance en moi. Il fallait rendre le travail 3D à une agence qui bossait en Angleterre. Je parle pas du tout anglais ou très, très mal. Et je devais rendre mon travail en 3D à cette agence qui traitait pour faire de la 4D. Tu sais, toute la 3D qui se déplace et tout. J'ai rendu mes dossiers 3D à des gens que je n'avais jamais vus. Tu sais, avec qui j'ai juste échangé comme je pouvais, avec l'anglais drôle, hein, parce que moi, je manque pas d'humour pour me faire comprendre. Et j'ai bossé avec eux pendant des mois. Ils ont eu des questions, j'ai répondu. Enfin, tu vois, sur les plateaux, je rencontre les gens qui viennent me voir. Et la nana me dit « Oh là là, il faut que je vous présente le patron. On tenait à vous remercier. Votre équipe est formidable. Ils ont rendu les dossiers en temps et en heure, avant tout le monde et tout. » Je dis « Ah, mais il n'y a pas d'équipe. » Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que moi. Et la fille, elle ne m'a pas cru. Ouais. Comment ça, il n'y a que vous? Je dis « Même, c'est moi qui fais les 3D. » Ah bon? Elle me dit « Ah, mais c'est incroyable. » Et en fait, ça, tu vois, je pense que c'est ce qui m'a donné le plus confiance en moi que de passer à la télé. Bien sûr. Tu vois, c'est ce genre de choses où je me suis dit, waouh. Qu'on reconnaisse ton travail et ton courage par rapport à ça. Ouais, c'est fou. T'imagines d'où je pars?
Je me suis formée en autodidacte sur la 3D. C'est un truc de dingue. Ça, on te l'a pas appris à l'école? Non. Ah bah non, à l'époque, c'était pas forcément... C'était des bases, Ouais. des micro-bases. Et puis Tu quand je me continues de te suis former lancée... encore aujourd'hui à des nouvelles techniques? C'est toujours un peu dans l'apprentissage, ouais. Toujours. C'est un milieu où c'est super intéressant parce que c'est en constante évolution. Ouais. C'est un renouvellement permanent. Et puis, il y a des choses qui évoluent. Moi, quand j'ai commencé la 3D, c'était révolutionnaire. Genre, j'arrivais, mes clients, ils disaient, oh, je faisais de la 3D photoréaliste. Ils étaient sur le cul quand ils voyaient les trucs. Maintenant, j'arrive à faire des vidéos à l'intérieur. J'essaye toujours. Mais de toute façon, on a beau envoyer du lourd par plein de choses. Tu peux donner plein de paillettes. Ce qui est le plus important pour mes clients, c'est la façon dont je les comprends et dont je les écoute. Et c'est ce lien, parce qu'on a l'impression que, tu vois, les archis en général, tu les contacts, sont assez froids, voilà, et puis voilà, on fait le dossier, et puis on n'en parle plus, et c'est fini, t'as ta maison. Moi, c'est un vrai lien qui reste tout le temps. J'ai des clients qui me contactent, mes premiers clients me contactent toujours, quoi. Et pour moi, c'est un métier, pour avoir fait aussi des travaux, des chantiers chez moi, pour moi, vous avez tellement le mauvais rôle en tant qu'archi, parce qu'en fait, on se défoule un peu sur vous quand il y a du retard, quand il y a des problèmes. Comment toi, tu gères cet aspect humain et business aussi? Est-ce que tu as souvent eu des problèmes, des couacs sur un chantier? Comment tu gères ça? T'as un stress, t'es calme, tu rassures tes clients. T'en as pas eu? J'ai eu aucun... Ok, je vais faire des travaux avec toi. En fait, j'ai eu... comment te dire, j'ai pas d'éléments de comparaison. Jusqu'ici, j'avais pas d'éléments de comparaison. Ouais. Et c'est mon entrepreneur, c'est marrant parce que tu vois, c'est le genre de truc qui arrive comme ça. Mon entrepreneur qui me dit, j'ai jamais vu une archi d'intérieur aussi décontracte que toi. Il me dit, mais t'es jamais stressée, toi? Je dis, bah non, pourquoi? De toute façon, j'ai bien fait mon boulot. Donc, on sait qu'il y a, de toute façon, potentiellement, si tu arrives sur un chantier en te disant il va jamais rien se passer, tout va bien se passer, j'aurai tout le matériel en temps et en heure et en machin, mais tu te plantes, mais lourdement. Tu vas droit dans le mur. Mais si tu arrives en te disant bon, alors quelle merde on va découvrir, qu'est-ce qui va arriver en retard et que machin, si déjà en amont tu penses déjà ça et que tu en parles à ton client. Moi, je suis hyper transparente. Je dis à mon client, va y avoir des merdes. Mais je suis là pour tout absorber. Ouais. Vous êtes en haut de la pyramide, je suis juste en dessous. Je fais le tampon de tout ce qui ne va pas. Je vais tout absorber et je vais vous retransmettre que le positif. Parce qu'il faut qu'un chantier... T'imagines les gens? J'arrive dans la vie des gens à un moment clé de leur vie. Ouais. Qu'est-ce qui engage des travaux? Des gens qui divorcent, des gens qui se marient, des gens qui ont un enfant, des gens qui ont envie de plus grand. Et tu arrives toujours à un moment de vie hyper... clé. Et c'est marrant de dire je suis la clé, c'est quand même hyper archi quand même le principe de, tu vois, d'une clé, c'est hyper symbolique. T'arrives à un moment clé de la vie de quelqu'un et en plus c'est censé être beau la construction, de mettre les moyens pour évoluer sa vie vers quelque chose de mieux. Et ça devient un calvaire pour les gens. Mais quelle horreur, je veux pas. Moi, mes clients, il n'y a pas de ça. Mes clients, j'ai même une cliente, une fois, elle m'a donné les clés, elle me dit, je veux rien entendre. Elle me dit, je veux pas entendre parler du chantier, de rien du tout. Je vous donne les clés, Eugénie, vous me faites visiter à la fin. Et je reviendrai pour m'installer. Ouais. Mais si tu veux, j'ai beaucoup de gens qui lâchent prise. Ouais. Ça leur fait du bien. Des gens qui ont besoin de dire, mais qui stressent. Et à qui je leur dis, mais vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Et je suis là pour vous. Et je vais vous rassurer. Et on va parler. Et on va parler tout le temps. Parce qu'en fait, je ne prends pas 25 chantiers en même temps. Ouais. Votre bébé, c'est le mien. Tu as combien de chantiers dans une année? À peu près 4, max. Ouais. D'accord. Et combien de temps à chaque fois tu passes par... Donc, c'est jamais en même temps? Tu prends pas 2 chantiers en même temps? Alors, ça peut se chevaucher. Ouais. Et j'ai appris à mon détriment, tu vois, l'année dernière, tu vois, comme quoi on apprend tous les jours, que j'avais un très, 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 très gros chantier, le plus gros chantier que j'ai jamais signé de ma vie. Et mon client a repoussé de 1 an. Ouais, sauf que planning prévisionnel, au niveau de l'argent, ça fait un peu mal. Et j'avais pas mis en place toute une communication ou des choses comme ça pour avoir à nouveau. J'ai refusé des chantiers. Pendant que j'avais ce chantier-là. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais dans ma tête que... Donc ça t'a plombé, ça? C'est des mini burn-out.
J'en ai D'accord. fait, des T'en as fait. burn-out. Oui, Où donc j'ai cru tout arrêter. t'absorbes, mais quelque part t'encaisses. T'encaisses bien. C'est ce qui fait évoluer, non? Ouais, Quelque part. bien sûr. T'as la possibilité de tomber, mais en fait, si tu te relèves jamais, comment tu sais si tu sais marcher? Enfin, c'est marrant parce que on pousse vachement les enfants à être hyper bienveillants avec eux quand ils se cassent la gueule quand ils sont petits. T'as un enfant qui tombe, mais t'es hyper bienveillante. Tu l'aides à se relever, tu vas y arriver. Tu sens cette énergie que tu essayes de dégager. Mais quand tu te casses la gueule en tant qu'entrepreneur, mais ça t'arrive tout le temps. Tu t'en prends des claques, des machins. Pourquoi t'as pas autant de bienveillance envers toi-même? Je te demande pas d'avoir de la bienveillance envers les autres. T'attends toujours des autres qu'on te dise machin, qu'on te relève. Mais non, il faut avoir de la bienveillance envers soi-même. Pourquoi tu aurais pas autant de bienveillance envers toi-même que tu as envers un enfant qui tombe? C'est la même chose. Il faut accepter de tomber. C'est dur, les gens acceptent pas de tomber. C'est pas un échec. C'est une chute. C'est pour en apprendre. C'est hyper intéressant. Tu surfes la vague. Tu sais exactement à quel moment. C'est la résilience absolue. La métaphore avec le surf et la vague, c'est ça. C'est que tu sais la prendre et après ça redevient calme et tu y retournes. C'est t'attends déjà. T'attends. Et t'as ce côté où tu n'es pas prévisible. Soit tu te mets dans le maîtrises pas. Bien sûr. Ouais. Donc t'attends, tu maîtrises pas et quand ça vient, même si elle est magnifique la vague, des fois tu peux surfer trop mal et tu te rétames et tu te prends une vague horrible. Mais après, c'est en fait je te dis, quand la passion c'est le moteur, tu y retournes. Les gens se disent mais pourquoi ils y retournent alors que des fois t'as passé 4 heures dans l'eau, tu t'es pris une belle vague. Pourquoi tu y retournes? C'est quoi c'est quoi? C'est pas la notoriété, c'est pas l'argent. C'est la passion. C'est la passion et d'y arriver. Ouais, c'est la passion et c'est propre à l'humain d'avoir envie d'y arriver, de se faire plaisir du bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu donnerais ça aussi à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de vivre de leur passion, parce que c'est vrai qu'on peut pas... Il y a plein qui vont se dire c'est ma passion, mais je vais pas pouvoir en vivre. En fait, je suis autodidacte ou je viens pas de là. Pour toi, tant qu'il y a de la passion, il y a de la réussite derrière, si on s'accroche? Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est le meilleur moteur du monde. Parce qu'en fait, si tu tombes... mais combien... je donne Steve Jobs comme exemple, mais on connaît bien ces personnes qui sont devenues des personnes importantes, mais on sait très bien qu'ils sont passés par des phases d'échec catastrophiques à répétition. Et on se dit, mais pourquoi ils se sont accrochés? Mais parce qu'en fait, ils étaient passionnés. Et quand tu es passionné, tu cherches même pas si tu t'accroches ou pas. C'est même pas une question, en fait. C'est que tu aimes ce que tu fais. Donc, tu te prends des claques, tant pis. Mais t'évolues. Et en fait, toi, les réseaux, tu es dedans. Mais même si on ne s'y connaît pas en marketing, aujourd'hui, digital, tu penses qu'on peut y arriver? Bien sûr. Dans n'importe quel métier? Ouais, je fais mon propre marketing digital en sachant que, dis-toi bien que ça fait un peu vieille école quand je dis ça, mais ce qui marche le mieux pour moi, c'est pas les réseaux sociaux. Mes clients viennent pas des réseaux sociaux. J'ai connu le monde avant Instagram. Bien sûr. Et pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, en fait, je pense que si ton moteur est ta passion, il faut que tu fasses... si tu as envie de faire du marketing digital pour ta marque, tu peux tout à fait le faire, mais il ne faut pas rentrer dans la question de l'algorithme. Le but, quand tu rentres dans les réseaux sociaux, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Ça dépend si tu veux faire... Sauf si tu veux devenir créatrice de contenu ou influenceuse avec beaucoup de followers. C'est pas un problème. Mais il faut savoir d'abord, avant de mettre un pied dans les réseaux, sur quoi tu te lances. Qui tu es, ce que tu veux bien sûr. faire passer comme message. Si tu as une entreprise où tu démarres avec les réseaux sociaux, tu dois apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de payer une formation pour ça. Ça se trouve partout. Voilà. Après, tu peux avoir envie de déléguer. Tu peux déléguer certaines choses. Si tu es nul vraiment à ce point-là, au lieu de te former et de payer une formation, d'essayer de te former, d'essayer de faire... il y a des gens qui... C'est leur métier. Ça s'appelle des créateurs de contenu. C'est un vrai métier. Ce sont des gens qui sont payés pour faire du marketing digital à ta place pour ta marque. C'est pas un problème de faire ça. C'est-à-dire que tout l'argent que toi t'auras dépensé, ton énergie, tu la consacres à autre chose en attendant. C'est pas de la perte de temps, tu vois, de donner un petit peu de sous à quelqu'un qui maîtrise et qui en a fait son métier. Si tu arrives sur les réseaux
en étant une marque, en comprenant les ficelles du début, sans vouloir en faire des caisses, machin, le but, c'est d'avoir des clients. Si tu as 2000 followers et que tes 2000 followers sur les 2000, d'engagement, c'est que de l'engagement, que des gens qui achètent, bah bingo, hein. Ouais. Ça sert à rien d'avoir, je te dis, un stade de foot si c'est juste pour te regarder et c'est tout. Qu'est-ce que tu ferais différemment avec le recul sur À quel l'ensemble de niveau ta carrière, de ta vie, ton œuvre? Qu'est-ce que tu referais différemment? Ou est-ce que tu changerais rien? C'est hyper difficile comme question. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites et tu te dis, ah, ça je le referai pas. En tout cas, j'ai appris de ça, je le referai pas. Alors, j'apprends toujours de mes erreurs. Dès que j'ai une erreur, je me casse la gueule, je me fais bien mal. J'ai eu plusieurs burn-out, j'ai cru que j'allais arrêter plein de fois. J'ai pas un parcours dans le sens où bah voilà, j'ai cartonné. Je te dis, l'année dernière, c'était dur pour moi. C'est pour te dire que ça fait 11 ans que je bosse et j'ai pu me casser la figure plusieurs fois. Je changerais rien dans le sens où tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à qui j'étais hier. Justement, tu dirais quoi à cette petite fille? Merci. Bah, je vais pleurer. Si tu pleures, je pleure. Ah bah, tu sais, là, tu touches à une corde sensible. En fait, ah là là, c'est dur. Pardon. Bien fait. Il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu monter un reel sur comment j'en étais arrivée là. Tu sais, pour donner de l'espoir aux gens, pour communiquer ça. Et pardon, hein, c'est hyper présent. Hein. Et c'est fou parce que j'ai recherché dans le passé, j'ai puisé, j'ai voulu trouver des photos. Et je suis tombée sur des photos de moi à l'école. La première photo de moi qu'on a prise de moi à l'école d'archi. Et je regardais l'objectif quand on m'a pris en photo, certainement avec un portable, tu vois, tout simplement et tout. Et la photo est apparue sur mon PC au moment où je voulais faire une vidéo et est apparue et ça m'a... J'ai eu un... Ah bah ça m'a bouleversée. Et en fait, pas dans le sens où, tu vois, j'étais jeune. Tu vois ce qu'on aurait pu se dire. Je me suis regardée, je me suis dit merci. Je me suis dit, toi, merci de t'être accrochée, d'avoir bossé autant. Merci. D'y avoir cru. Mais mon Dieu, mais merci d'avoir été maman. Ouais. Et d'y avoir cru, de t'être lancée et de pas t'être posé de questions parce que tout ça, c'est grâce à elle. C'est émotion parce que c'est vraiment... tu sais, un peu... il faut beaucoup protéger les gens qu'on était avant. Tu sais, on dit qu'est-ce que t'aimerais refaire, mais en fait, il faut être hyper indulgent envers les personnes qu'on a été, je te dis, avant, jeunes et tout ça, parce que finalement, bah, on est humain, c'est normal de faire des erreurs et tout ça. Enfin, on peut pas leur en vouloir, on peut pas nous en vouloir d'avoir fait tel ou tel choix. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui, c'est à nous maintenant de profiter de ce qu'on a et faire des choix qui nous incombent dans le bon sens, tu vois. Profiter de maintenant, pas penser à demain, de trop stresser. Est-ce que tu apprends à tes enfants tous les jours ou pas? Ah ouais. Et d'ailleurs, ma fille me rend très très fière. Elle n'a pas de barrière dans le sens où elle se pose pas trop de questions sur le fait de... tu vois, quand elle prend des études, elle se dit pas faut que je fasse 25 millions d'années dans la même école et puis que je sois formatée du début à la fin pour au final me rendre compte que 8 ans après, je me rends compte que c'est pas le métier que je veux faire. Elle veut tester plein de trucs. Et ces journées sont exemplaires dans le sens où elle bosse, mais en même temps, elle travaille, elle a l'école, elle a des amis, des sorties, des passions, des activités, et elle gère tout. Alors oui, elle a des hauts et des bas, mais en fait, je trouve ça tellement bien de se dire à 18 ans, 19 ans maintenant, d'être aussi... d'être comme ça lancée à cet âge-là, c'est bien. Ça, elle va profiter bien, elle va vraiment profiter. Elle prend exemple aussi sur toi et sur ton parcours. Je pense que quelque part, la transmission, elle est là aussi. Et mon fils, il est plus petit, il a 7 ans, mais lui, pareil, c'est un ovni. Hein. Un niveau d'hypersensibilité, je pense que les chiens font pas des chats. Hein. Mais lui, c'est puissance 1000. Hein. Je pense que j'aimerais bien voir plus tard. Je suis curieuse. Aujourd'hui, tu arrives complètement à gérer ton rôle de mère, d'entrepreneur, passionné, tout ça. Tu as trouvé l'équilibre ou pas du tout encore? Bah, l'équilibre, en fait, si tu veux, c'est tout. Pas en question, ça se fait comme ça. Je vis de mon activité. Je profite de mes enfants. C'est-à-dire que je préfère gagner moins et aller chercher mon fils à l'école.
et le voir grandir. Si tu veux, il y a un truc que je fais très régulièrement. Je parle à la vieille moi. Tu sais, celle qui a 90 ans, là, et qui, potentiellement, ne peut plus marcher, peut plus rien faire, peut plus découvrir le monde, peut plus... Et juste là, dans son lit, elle est malade, elle a peut-être froid, elle est peut-être handicapée, on ne sait pas, tu vois. Je parle à la vieille moi. Et cette personne me parle beaucoup. Elle me dit, mais attends, mais quoi ? Comment ça, tu sautes pas le pas ? Comment ça, t'as peur ? Mais attends, tu crois que moi, j'aurais peur à ta place ? Fais-le. Ça aide pas mal de se parler à la vieille soi ou au vieux soi. Parce que finalement, des barrières de peur que tu te mets, tu finis par vite les évaporer. Voilà. Donc oui, actuellement, j'ai un espèce d'équilibre, mais dis-toi bien que je suis en constant... dans un cercle de renouvellement constant. Je ne suis pas arrivée là. Si tu veux, j'ai commencé, j'ai eu un autre métier, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Ça se trouve, je suis peut-être à la fin d'un cycle et peut-être que dans 3-4 ans, je serai complètement... C'est ça, c'était ma dernière question. C'est que tu te vois où dans 5 ans ? Tu te vois toujours dans ce milieu-là ? Ou tu peux potentiellement te réinventer complètement ? Non, mais moi, je suis comme ça. Ouais. Je suis ouverte. En fait, si tu veux, la vie te propose des portes, à toi de les saisir ou pas. C'est-à-dire que forcément, la vie va me proposer des choses, mais il faut déjà les voir. Il faut déjà les voir et se dire, est-ce que mais oui, c'est ça. Est-ce que j'y vais ou pas ? Et je peux pas te dire... Alors, je serai plus là physiquement à Paris, ça c'est sûr. J'ai besoin de me rapprocher de la nature, de l'océan. Il faut que j'aille dans le sud-ouest. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Je peux pas te dire quoi. Je sais que je vais être beaucoup plus proche de la nature, proche de mes amis qui vivent tous dans le sud-ouest. Beaucoup, en tout cas. Et ça va me donner un renouveau. Bien sûr. J'aime pas stagner, en fait, si tu veux. Ce côté... attendre que la vie passe et rester comme ça, métro, boulot, dodo, c'est vraiment pas mon style, quoi. J'ai vraiment besoin de quelque chose. J'ai pas envie de me lasser. Tu sais, j'ai eu peur un moment dans mon métier, en me disant, bon, alors, t'as été publié dans des magazines, t'as fait la télé, t'as bossé pour des célébrités et des gens que tu admirais, t'as signé les plus beaux chantiers de ta vie, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a vraiment une suite quelque part ? Est-ce que je ne vais pas juste m'enterrer à faire des chantiers qui ne m'intéressent pas ? Et en fait, je me rends compte que quelque part, le fait de bosser avec des gens, des humains, et m'attacher fort au côté humain des gens, c'est impossible de s'ennuyer. Il y a toujours des gens différents, des choses. Mais je ne peux pas te dire qui je serai. À chaque fois, mais je ne peux pas te dire ce que je ferai dans 5 ans. Ça se trouve complètement différent. Et en parallèle de ça, je fais 1000 autres activités. C'est-à-dire sportive, créative. Tu vois, sur les réseaux que tu vois, je suis qu'une face de ce que je montre, ce que je veux bien montrer surtout, pour pas m'étaler. Merci Eugénie, c'était inspirant et émouvant. Ouais, on a fini par verser notre petite larme. Mais merci beaucoup et je pense que ça va aider aussi. Il y a une vraie position par rapport à la femme. Et s'imposer, avoir confiance en soi, c'est le message que tu as fait passer, donc merci pour ça. Mais de rien. Coupé. Waouh.